Salut les devs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série portant sur la maîtrise de Prisma. Et bien, dans la précédente vidéo, on a vu comment installer Prisma et comment le configurer dans un projet Next.js. Ensuite, on a vu comment définir nos tables grâce à Prisma dans un fichier particulier qui s'appelle schema.prisma. Et on a vu comment Prisma utilise ce fichier-ci pour générer nos migrations SQL qui sont compréhensibles par notre base de données. Et aussi, comment grâce à ce fichier aussi, il génère un client TypeScript. Donc, ce client-ci va faire office de documentation sur notre BD et comment interagir avec. Et maintenant, basé sur ce client TypeScript-ci, on a construit ensemble un service Prisma qui cette fois-ci est propre à Next.js et qui va permettre dans notre projet Next.js de faciliter en fait la communication de notre base de données, l'interaction avec et comment aussi facilement faire nos transactions. Donc, c'est le résumé de la précédente vidéo. La vidéo du jour va porter sur la mise en place des opérations de CRUD de manière basique sur nos ressources, c'est-à-dire sur les utilisateurs, les posts, les commentaires et les tags. Donc, on va voir ensemble comment lire, créer, modifier et supprimer les données dans notre base de données avec Prisma et ce, sans écrire de requête SQL. Donc, si ça vous tente, alors c'est parti. Avant de commencer, on va revoir la manière dont on charge nos variables d'environnement, notamment dans le fichier, dans notre service Prisma. Donc, si je lance mon projet dans l'état actuel et que je fais un console log de la variable de connexion à la base de données, vous voyez, j'ai un undefined, donc il n'arrive pas à charger. Donc, on va revoir la manière dont on charge les variables d'environnement en utilisant un module, un package bien spécifique en Next pour gérer les variables d'environnement. C'est le package /nextjs/config. Donc, on va l'installer en faisant la commande npm add /nextjs/config. Donc, ensuite, on va devoir configurer ce package, ce module-là. Donc, pour qu'il soit accessible de manière globale dans notre application, on va aller configurer le fichier app module en l'important parmi les modules. Donc là, on va payer la méthode for root. Donc, que fait cette syntaxe-ci? Donc, le code ici, le code qu'on vient d'écrire va charger et analyser le fichier .env, donc le fichier de la variable d'environnement. Il va stocker le résultat dans une structure privée qui est accessible via un service particulier. C'est le config services qui lui aussi est offert grâce au package qu'on vient d'installer. Donc, la méthode for root, en fait, elle va enregistrer ce service-ci et c'est grâce à ce service-ci qu'on va pouvoir accéder à nos variables d'environnement. Donc, une configuration qu'on peut passer à la méthode for root, c'est une propriété pour rendre le module config module accessible de manière globale dans tous les autres modules de notre application. Donc, on le passe à true ici. Et là, il est accessible dans tous les autres modules. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment important puisqu'on va l'utiliser juste dans le fichier, dans le service Prisma. Et étant donné qu'ils font partie du même module, il n'y a pas besoin de rendre le config module global pour pouvoir l'utiliser ici à l'intérieur. Donc, je vais effacer ceci. Je vais me rendre dans mon service Prisma pour utiliser mon config service afin d'accéder à mes variables d'environnement. Donc, ici, je vais l'importer dans le constructeur en tant que variable privée. Donc, une fois importé comme ça, je vais l'utiliser et grâce à une méthode particulière, la méthode get, je vais pouvoir accéder à mes variables d'environnement. Ici, je le 10. OK. Donc, si je relance encore une fois mon projet, cette fois-ci, j'ai bien la valeur de la variable d'environnement qui est console dans ma console. OK. Donc, une fois ceci fait, on va passer à la mise en place des opérations de CRUD sur nos ressources. Donc, on va commencer avec la ressource utilisateur, les users. Donc, un moyen rapide de poser les bases est d'utiliser le CLI de Next.js pour générer la structure de base de notre CRUD. Donc, pour ce faire, on va entrer la commande next generate ressource. On va choisir le nom user.
Donc, qu'est-ce que cela va faire? On va entrer la commande, on va demander quelle couche de transport est-ce qu'on veut. On va choisir REST API. Et après, il nous demande si on veut générer les points, les routes pour tout notre CRUD. On dit oui, bien évidemment, c'est ce que l'on veut. Et il va comme ça générer pour nous un répertoire user avec plein de fichiers. Bon, déjà, on va supprimer ces deux ci sont les fichiers de test. Bon, qu'est-ce qu'il nous a généré? Il nous a généré un module déjà pour notre module. Il a importé ce module dans le module racine, le route. C'est le module ici, le user module. Dans notre module user, on a le contrôleur qui définit nos points d'entrée, nos routes. Évidemment, on a la route pour tout le CRUD, notamment une route pour la création ou le listing de tous les utilisateurs, pour le listing des détails d'un utilisateur, pour la modification et pour la suppression. Dans notre contrôleur, ce contrôleur-ci, il injecte notre service. Ce service, le voici ici, là où il y a toute la logique. Bon, pour le moment, il renvoie juste du test. Après, on a deux autres choses au niveau de nos routes qui acceptent un payload, donc qui acceptent un corps dans la requête. On a les GTO. Dans les GTO ici, ce sont des classes qui vont tout simplement décrire comment est-ce qu'on veut que nos données soient formatées lorsqu'on essaie de contacter nos routes, les routes qui, bon, en l'occurrence ici, c'est les routes de création et les routes de modification. Donc, on décrit ici dans le GTO comment est-ce qu'on veut que les données soient formatées. Donc, on a le create GTO, on a le update GTO. On a le update GTO, il utilise une fonction qui est fournie par ce paquet Linux.js. Cette fonction va tout simplement créer un GTO basé sur pour le cas présent, le GTO de modification, il va se baser sur le GTO de création en prenant les mêmes paramètres que le payload pour la création d'un utilisateur, mais sauf que tous les paramètres là, il va les rendre optionnels. Donc, c'est un peu ce à quoi c'est cette fonction-ci. Après, on a un autre élément, entity. Entity, c'est juste une classe qui doit normalement décrire le format de notre ressource, en l'occurrence ici les users. Bon, sauf qu'on n'aura pas besoin de ces entities ici, puisqu'on a déjà ces descriptions ici dans notre client Prisma. Donc ici, par exemple, on a le user. Ici, on a une classe qui décrit comment est représenté un user. Donc, on va venir supprimer ici le répertoire entity. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est remplir nos GTO. Donc, qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on essaie de créer un utilisateur? Donc, on va voir ça tout de suite. Ok, même mon schéma à côté là, je me mets sur les users. Un peu réduit ici. Ok, au niveau du GTO, je vais ouvrir le GTO, créer du user GTO. Au niveau du GTO de création d'un utilisateur, qu'est-ce qu'on attend? On veut que l'utilisateur passe l'email, le nom, la biographie et l'image. Bien évidemment, la biographie et l'URL de l'image en optionnel. Non, déjà, on va copier ça. On va coller ici. Là, on va dire la biographie et l'URL de l'image sont optionnels. Donc, si on revient au DTO de modification, on a dit grâce à cette fonction-ci, il va copier le DTO de création, mais sauf qu'il va rendre tous les paramètres optionnels. C'est-à-dire quoi? En sortie, pour le DTO de mise à jour de modification, on aura ceci. Donc, l'email et le nom qui était requis, qui est obligatoire au niveau de la création, seront optionnels ici. Donc, voici un peu à quoi va ressembler le résultat à la fin. OK. Donc, une fois ceci dit, on va passer à notre service où on gère toute la logique de notre module user. Donc, déjà, on va corriger un problème, c'est que lorsque Next.js n'a généré la base de notre CRUD, il a mis toutes les fonctions synchrones. Donc, on va les rendre asynchrones parce qu'on va dealer avec des transactions vers les bases de données et ce sont des opérations généralement qui sont asynchrones. Donc là, on va modifier nos méthodes une à une, mais avant, on va d'abord injecter notre service Prisma pour pouvoir l'utiliser et interagir avec notre base de données. Donc, private, on va l'appeler Prisma. Le type, ce sera le Prisma Services.
Donc, si on, là, on aura une erreur ici en bas à cause de la gestion des dépendances parce que le module Prisma, il ne connaît pas le module user, il ne connaît pas le service Prisma. Donc, on va le lister ici dans le provider. Ok. Bon, là, tout est redevenu normal. Bon, commençons d'abord par la création d'un user. Donc, là, notre méthode de l'attente, il y a le DTO, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre un try catch là. Et avant ça, on va aussi définir le format de retour. On attend un promise avec user, donc importé depuis notre client Prisma. Donc ici, on va retourner directement le résultat de la création de l'utilisateur. Donc, on va utiliser le service Prisma, se mettre sur le modèle user et là, utiliser l'une des méthodes fournies, le create. Donc, le create, c'est l'attend en paramètre qui attend tout simplement les données qui doivent être sur ce format-ci. Eh bien, heureusement pour nous, notre DTO il est déjà calqué sur notre modèle, sur notre schéma Prisma. On va simplement passer le create DTO, le create user DTO. Ok, c'est bon. Et maintenant, au niveau de l'erreur, on va tout simplement envoyer une erreur 500 lorsque on a un problème. Donc, je vais importer ça, Internet Server Error Exception. Et en description, bon, on a juste mis un petit test erreur de la création de l'utilisateur. Donc, c'est un peu ça. On va faire de même pour tout le reste. Pour le find all, on va s'attendre à envoyer un tableau user. Ok. On va écrire la logique pour que ça respecte le format de retour. Déjà, on se met dans un try catch. Et on va faire un return direct de ce que le service Prisma va nous renvoyer. Donc ici, on se met encore une fois de plus le modèle user et on va utiliser la méthode find many qui va tout simplement récupérer tous les enregistrements de la table user. Normalement, il peut aussi prendre en paramètre des filtres, mais pour notre exemple, on a besoin de filtres. On pourra le faire après ou dans la vidéo sur la notion avancée sur Prisma, la prochaine vidéo. Ok. Euh, Après, s'il y a une erreur, on va aussi, dans ce cas-ci, renvoyer une simple erreur 500, maintenant server error, avec un message aussi, une description. Ok, bon, je vais un peu utiliser l'espace. Ok. Maintenant, pour le find one, ici aussi, on définit d'abord ce qu'on attend en retour. On attend un promise avec user. Ok. Ici, on va aussi se faire, on va aussi tout mettre dans un try catch. Là, ici, on va d'abord récupérer le user. On va pas directement envoyer la réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on va se servir du service Prisma, on se met sur le modèle user et on utilise la méthode find unique. Dans cette méthode, elle prend en paramètre, on va dire quoi, une propriété de recherche. Et puisque c'est find unique, elle s'attend à recevoir un paramètre de recherche qui est unique. Et si on se réfère à notre modèle Prisma, il y a deux propriétés qui sont censées être uniques, l'email ou bien l'ID. Donc, cette fonction ici, elle s'attend ici à avoir, on peut voir les options, soit c'est l'email, soit c'est l'ID. Donc, ici, on va simplement passer l'ID, puisque la fonction ici, elle s'attend à avoir un ID. Et on va se dire, si voici, bon, je vais vous montrer pourquoi on ne pourrait pas retourner directement le résultat de cette fonction ici, parce qu'elle renvoie soit un user, soit un nul. Et on s'est dit ici, on va absolument un user. On aurait pu mettre user ou bien nul. Là, c'est une question de concession. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez construire votre API. Vous pouvez bien dire ici qu'elle renvoie user ou bien nul, sachant que nul, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'utilisateur. Mais moi, dans cet exemple-ci, je vais plutôt renvoyer une erreur not found s'il n'y a pas d'utilisateur. Donc, s'il n'y a pas d'utilisateur, on va tout simplement envoyer not found reception. OK. Et bien, si on a, dans le cas contraire, on retourne tout simplement l'utilisateur.
OK. Et si il y a une erreur qu'on a capturée, on reste dans la même logique et on renvoie un internal server error. OK. On va tout simplement dire l'erreur lors de la récupération des informations du user avec l'ID passé. OK. Là, c'est bon pour le find one. On va se mettre sur le update. Le update, lui, ce sera un peu un mélange de création et de find one. Donc, lui, ici, on va utiliser une méthode disponible sur le modèle user. C'est le update. Et j'ai dit tout à l'heure, update, c'est un peu un mélange de recherche et de création. Donc, lui, il attend le paramètre where avec un truc unique. Donc, ici, on va tout utiliser l'ID et les data pour les propriétés à mettre à jour. Donc, on va utiliser update d'Itch.io. OK. Ici, il y a eu une erreur. On retourne tout simplement. Une réponse est 500. Pour la suppression, on a ici le format de retour. Bien sûr, c'est un promise avec le user qui a été mis à jour. Ici, on va dire qu'on s'attend juste à un message si tout s'est bien passé. On va dire, on va passer un message. Donc, on se met d'abord dans un try catch pour pouvoir capturer les erreurs. OK. Ici, on va appeler la méthode de suppression. This prisma se passe sur le modèle user et on utilise la méthode delete. Et elle aussi, elle attend un paramètre de recherche pour savoir quel enregistrement supprimer. On va lui passer l'ID aussi ici. Si tout s'est bien passé, on retourne notre message. Le message ici, ce sera quoi? Ce sera juste tout simplement un message qui va dire que l'utilisateur avec l'ID qu'on nous a passé a été supprimé avec succès. Et s'il y a une erreur, on retourne toujours une erreur. On retourne une erreur 500. OK. Je crois que c'est bon. C'est tout pour la logique du CRUD sur les users. On va mettre à jour notre contrôleur parce que bon, on a déjà changé le type de nos fonctions. C'est plus des fonctions synchrones, c'est des fonctions asynchrones. On va aussi faire de même ici au niveau de nos fonctions sur les fonctions sur nos routes. On va les rendre asynchrones. OK. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Et on va faire de même pour nos autres ressources, c'est-à-dire pour les posts, pour les commentaires, pour les tags. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo pour faire par vous-même les autres ressources. Donc vous générez d'abord la base du CRUD avec le CLI des Nest. Et puis vous rassurez que vous importez bien le service Prisma dans le module pour qu'il soit valable dans le module. Et après, vous changez vos fonctions, du mode synchrone au mode asynchrone et puis vous respectez juste la logique qu'on a fait ici au niveau du service de l'utilisateur. Donc, je vous laisse faire cela et après, je vous montre à quoi ça ressemble. Ok, je vais vous montrer à quoi ressemble le résultat final. Là, j'ai généré mes modules pour mes différentes ressources, les ressources restantes, à savoir les commentaires, les posts et les tags. Donc, j'ai appliqué le même principe, j'ai refactorisé les services et utilisé les gestions de dépendance pour pouvoir utiliser le service Prisma et effectuer mes opérations de CRUD. Donc, on va tester tout cela avec un client API et voir ce que ça donne. Ok, là, j'ai un client, j'ai déjà préparé mes routes. Par exemple, pour créer un utilisateur ici, j'ai ces routes-ci. Si je lance, je passe uniquement l'email et le nom. Ce sont les seuls paramètres qui sont obligatoires. Sachant que la bio et l'URL de l'image sont optionnels. On voit que la requête de création est passée. Ça, c'est le premier utilisateur, l'ID 1. Si j'essaie de le modifier, je passe ici en paramètre l'ID de l'utilisateur et je mets à jour par exemple la bio. Là, j'envoie. Ok, j'ai ça à jour.
Si je fais le get all pour avoir tous les utilisateurs, OK. Et si j'essaie de créer un nouvel utilisateur, je vais changer ça. Je vais mettre John. Et j'envoie. OK, là c'est l'utilisateur l'ID 2. Je fais le get all. Et les deux utilisateurs. Si je veux avoir un utilisateur en particulier, je l'ai. OK, même chose pour les tags. Pour la création d'un tag, on passe uniquement le nom. Donc là, c'est si vous avez bien fait les choses, le DTO de création du tag prend en charge, prend en paramètre uniquement le nom. Donc là, c'est créer un tag, je le modifie. Là, c'est je crée un deuxième tag autant pour moi. Si je veux récupérer tous les tags, il y a la liste des tags. Idem pour les posts et les commentaires. Là, ici, par exemple, get all, je n'ai aucun post. Si je veux créer un post, là, j'ai le post. Et ici, ici, si vous avez aussi bien fait les choses, le paramètre auto ID, lui, l'obligatoire. Là, c'est pour lier le post à l'utilisateur. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo les paramètres avancés, comment parce que si vous remarquez là, on récupère les posts, mais on n'a pas plus d'informations. Par exemple, qui est l'auteur du post. On va voir tout ça dans la vidéo sur les opérations avancées sur Prisma. Donc pour le moment, on a juste voulu faire un CRUD qui marche et tout. On va aussi voir comment gérer les relations lors des créations. Parce que voici à quoi ça ressemble chez moi au niveau de la création d'un utilisateur. Dans le DTO de création des posts autant pour moi. Et sur le Auto IG. Même chose pour les tags. C'est le nom, le commentaire aussi, l'auteur et le post associé au niveau du DTO. Donc, vous mettez le contenu, l'âge du post et l'âge de l'utilisateur. Donc, même ici, je crois que c'est la même chose. On a déjà un post et un utilisateur avec l'ID 1. Ok, ça marche. Donc, je crois que c'est tout. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir les paramètres avancés. Je vais vous montrer un peu pourquoi on doit améliorer notre API. Donc là, par exemple, je suis sur un blog Medium. Là, par exemple, supposons que le listing des différents posts, ça se fait via notre route qu'on a ici, c'est Get All Posts. Elle est où? C'est celle-ci. Ouais, chez nous, on retourne le post avec le titre, le contenu, la date de publication et tout. Mais ici, vous voyez, on a par exemple, ici, par exemple, on va afficher les informations par rapport à l'auteur, comme le nom et le prénom, la photo de profil. Il faut qu'on puisse avoir ça dans le payload de la réponse, dans le payload de cette réponse-ci. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment ajouter dans cette réponse-ci les informations par rapport à l'auteur. On peut aussi avoir comme autre amélioration qu'on va effectuer. C'est par exemple dans la route pour avoir les détails d'un post. Ici, on peut aussi avoir le nombre de commentaires. Même ici, vous allez voir, on a le nombre de commentaires là. Donc, on va voir tout ça, le nombre de commentaires. Lorsqu'on est sur un post, on a là ici en bas les commentaires. Donc, on a par exemple les 3 premiers commentaires. Et lorsque on veut avoir la liste des autres commentaires, on clique là et on a tous les commentaires. Donc, il va falloir aussi une route pour avoir la liste des commentaires par rapport à un post précis. Parce que ici, on a juste une route pour avoir les commentaires de manière générale, tous les commentaires. Donc, il va falloir qu'on implémente ces routes-ci. Une route pour avoir les commentaires par rapport à un post particulier. Donc, il y a plein de petites améliorations comme ça. Aussi la pagination parce que nos commentaires ne sont pas forcément donnés tous d'un bloc. Vous voyez là, c'est lorsqu'on scrolle en bas qu'il y a d'autres qui chargent. Donc, on peut charger nos commentaires de manière progressive. Idem pour la liste des articles. On peut avoir une pagination pour pouvoir charger les commentaires ou bien les posts en bloc. Donc, tout cela, on va mettre ça en place dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à suivre la chaîne pour pouvoir être informé lorsque la prochaine vidéo sortira. Et si c'est déjà fait, je vous invite à la suivre. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, partagez-moi votre ressenti, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on parle sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Je vous dis à plus les devs.